Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de Griffe Productions pour une nouvelle saison de Mon Quotidien TV. C'est terminé, les vacances et mon quotidien d'été sur cette plage de sable, mais on a plein de nouveautés pour vous à la rentrée et nos invités vont devoir notamment s'engager, en tout cas donner leur avis de citoyens sur les élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine parce que c'est de saison et donc on va leur demander quelles sont leurs priorités notamment. Mais avant ça, on va faire connaissance avec quelqu'un qui a un profil atypique et on va faire sa connaissance tout de suite. C'est Patrick Méléo. Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'ai choisi que vous soyez notre premier invité pour la rentrée, tout simplement parce qu'il y a une rentrée qui est aussi cinéaste et le point de départ pour vous, professionnel et en même temps votre passion, c'est le cinéma. Oui, tout à fait. Alors dites-moi un petit peu comment ça commence tout ça, Patrick. J'ai commencé par des études audiovisuelles. Moi je suis né à Lyon et donc j'habitais à Lyon. J'ai commencé par des études audiovisuelles à Lyon. Après j'ai fait un petit intermède à Nice et puis je suis venu à Paris pour travailler parce qu'à Nice il n'y avait rien du tout à parler. Ouais, c'est-à-dire que par les studios de, je sais plus le nom, mais ouais, en tout cas c'était entre 95 et 2000, hein, c'est ouais, ça. C'est ça, tout à fait. Et du coup c'est vrai que le travail d'intermittent, c'est pas un métier facile, c'est un statut parfois un peu précaire. On travaille 15 jours, 3 semaines, 1 mois, quasiment de 4 heures du matin jusqu'à minuit et puis après pendant 3 mois on n'a plus rien. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors néanmoins, dans votre parcours professionnel, vous avez voulu garder ce lien avec votre formation de départ. Ouais. Et rapidement, vous êtes un peu parmi les précurseurs, vous vous réorientez sur quelque chose sur Internet, mais qui est en lien quand même avec le métier. C'est quoi ? Sur la visite virtuelle. Ouais. En fait, pour 2 raisons. Déjà, je connaissais déjà Internet puisque les sociétés de production ont utilisé Internet très tôt puisque pour les marchés des films, tout ça, il y avait des échanges par email, voilà. Donc, j'avais déjà une bonne connaissance des utilisations informatiques et notamment d'Internet. Et puis, la visite virtuelle, c'est proche de ce qu'on fait en audiovisuel quand on fait des repérages. On fait à 360 un lieu pour le proposer au cinéaste et lui dire s'il va vouloir choisir ce lieu comme lieu de tournage. Et c'est pour ça qu'il m'a choisi, plus que pour mes qualités photographiques. Voilà, c'est mes qualités d'approche visuelle et du lieu. Alors aujourd'hui, quand on parle de visite virtuelle, on imagine cette caméra qu'on fixe, qui filme à 360 et qui fait tout le travail tout seul. Mais à l'époque, c'était plus un travail artisan. Hein. Ouais, c'est ça. Alors c'était déjà quand même avec des appareils numériques, mais il fallait prendre un tiers, il fallait être droit, il fallait être parfaitement droit, ou sinon les lignes elles partaient. Voilà, les meubles ils étaient comme ça, le plafond il était penché. Ça m'est même arrivé sur les premières. On avait l'impression qu'on était dans un bateau qui avait tangué. Mais voilà, après quelques temps, j'en ai fait, je sais plus, genre 2000 ou 3000. Après, ça fonctionnait. Ouais. Donc Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une machine qu'on pilote depuis son smartphone et qui fait. Bon, faut quand même essayer d'être droit aussi, mais il y a une marge de manœuvre qui est plus. En tout cas, être les yeux de ceux à qui vous devez montrer quelque chose, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre carrière jusqu'à même encore un peu aujourd'hui. Je pense, oui. Oui. Alors dites-moi, donc du coup, vous faites cette expérience de première création d'entreprise parce qu'il y a à la fois le savoir-faire et puis il y a un moment se dire, tiens, je vais le faire pour moi. Comment ça se passe ? Donc la première société dans laquelle j'ai travaillé qui faisait de la visite virtuelle a fermé. Voilà. C'était le début où tout le monde investissait dans Internet et puis bon. Ça tâtonnait un peu. Ça tâtonnait un peu. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Et il y avait des clients, des gros promoteurs immobiliers qui m'ont dit si vous montez une société, mais une société pas en indépendant, on peut vous donner du travail. Donc je me suis formé pendant 6 mois un peu. J'ai appris des nouveaux trucs sur Internet et puis je me suis documenté comment créer une société. Et puis voilà, je me suis lancé, il y a quelques clients qui m'ont suivi et j'ai démarré comme ça. Comment s'appelait la structure à l'époque ? AM2V. AM2V pour visite virtuelle les 2. D'accord, ok. Donc cette expérience, elle dure jusqu'en 2011 à peu près, ouais. Donc quand même déjà une belle période d'activité. Et puis il y a la crise de 2008, j'imagine. Ouais, et puis surtout, il y a beaucoup moi je travaille beaucoup avec des promoteurs, il y en a beaucoup qui sont passés à la vidéo. Et la vidéo, je connaissais, mais industrialiser ça, entre guillemets, c'est pas la même chose. Voilà. Ouais. Pour proposer
Et ils proposaient des coûts pas très élevés. Voilà. J'avais du mal à me projeter là-dedans, donc j'ai dit bah non, je préfère arrêter. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe en 2011 quand vous arrêtez ce projet? Tout de suite, vous repartez dans une autre création d'entreprise, un autre secteur d'activité? Non, je reste dans Internet. Et alors, j'avais un point, c'est que j'avais créé en parallèle un portail d'information sur la Seine-et-Marne, donc ça, je l'ai continué. J'ai vendu un peu de pub dessus, en l'alimentant en info, et j'ai continué qui s'appelait laseine-et-marne.com, du moins qui existe toujours. Tout simplement. Ouais, c'est pareil, j'étais un des précurseurs. J'ai déposé le nom en 2001 ou 2002, voilà. Donc vraiment, et même le département, je crois, n'avait pas de site internet. pour te dire. C'était quoi la motivation de créer un espace sur Internet qui s'appelle laseine-et-marne.com? C'était quoi Au début, c'était juste en fait, c'est un peu l'ancêtre du blog, hein, comme tout le monde crée un blog. Voilà, c'était ça, parler de ce qui est bien en Seine-et-Marne. Puis après, on m'a proposé d'acheter de la pub, donc j'ai commencé à mettre ça façon plus professionnelle. Il faut quelque chose de professionnel. Si on vend un produit, il faut toujours avoir. Donc vous aviez un cadre juridique pour cette. Ouais, tout à fait. C'était dans un M2V, voilà, mais c'était moi qui étais propriétaire, donc on avait conçu un échange. Un droit d'utilisation. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pu conserver le truc. Ça existe toujours. Ça existe toujours. Qu'est-ce qu'on fait sur ce site? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse surtout sorties loisirs. Ouais. Ça a toujours été au niveau des sorties loisirs parce que en fait, le département de la Seine-et-Marne est un gros département touristique. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Il y a Disney, il y a Provins, il y a Coulommiers. Il y a Fontainebleau, il y a Melun, il y a plein de choses, il y a Vaux-le-Vicomte. Alors, au-delà des propositions de sortie, est-ce qu'il y a des avantages à passer par votre site internet ou est-ce que c'est vraiment de la consultation? Non, c'est de l'information. On recense des informations et on guide les gens tout à fait. vers les endroits. Très bien. Vous avez une idée à peu près du nombre de visiteurs par an, par mois? Au pic, c'était 70 000 visiteurs par mois. Là, je m'en occupe moins parce que j'ai une vraie activité, donc j'ai plus le temps de m'en occuper. Ouais. Là, on doit être à 10 000 visiteurs par mois. Ça reste pas mal. Ouais. Ok. Donc, du coup, vous avez fait ça en parallèle, mais du coup, nouvelle structure qui s'appelle comment? C'était juste Patrick Mello. Voilà, c'était une tout simplement. Là, je faisais du conseil en référencement et en réseaux sociaux. Et là aussi, vous étiez un peu un précurseur parce que j'imagine qu'en 2011-2012… Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Donc du coup, vous faites ça pendant 3 ans, c'est ça? Non, j'ai fait ça pendant 5 ans, mais au bout de 2015, là, ça ne générait pas encore assez selon moi, de revenus. Et on m'a proposé, en fait, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient déjà proposé de faire de l'immobilier. Je me suis dit, bon, j'ai déjà fait de la visite virtuelle, je sais écrire sur Internet un texte. Après, aller faire visiter des apparts, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Et donc, je me suis lancé dans le truc. Et puis, j'ai été formé. Je suis rentré dans un réseau de mandataires où il y avait des formations. J'ai appris sur le tas, mais je n'ai pas mis très, très longtemps à apprendre. Voilà. Et je me suis lancé donc, comme mandataire en 2015. 2015-2016. Donc, mandataire immobilier. Dans l'immobilier. Et puis tout ça, ça vous amène certainement, par l'intermédiaire de rencontres, j'imagine, à créer une nouvelle structure qui s'appelle BASM Consulting, dont vous êtes aujourd'hui cofondateur et associé. Ouais. Et cette structure, alors, c'est quoi BASM Consulting? C'est une agence immobilière, mais qui propose un peu plus que l'immobilier. Ah, voilà. Parce qu'on a un des associés qui a une société d'expertise comptable et commissaire aux comptes. Donc, on est capable d'accompagner les entreprises et les particuliers, notamment par exemple sur le montage de SCI, sur de la comptabilité, sur du conseil juridique en rapport avec l'immobilier. Hein. On n'est pas un cabinet d'avocats. Voilà. C'est toujours en rapport avec l'économie et… C'est faciliter en fait à l'acquéreur ou au vendeur toutes les démarches qui vont autour finalement de la simple acquisition du bien. Ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, donc vous faites particulier et professionnel. Tout à fait. Et le secteur géographique sur lequel vous êtes globalement en priorité Val d'Europe, après Marne-la-Vallée. En gros, l'Est français, hein, ça nous arrive d'aller à Paris, ça peut nous arriver. Sinon, on travaille beaucoup par recommandation. Donc, par recommandation, on va où on nous recommande. Après, on dit oui, on dit non. Voilà. Si c'est loin, on va peut-être hésiter, ça dépend du bien. Ouais. Alors, la particularité, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que quand même, vous êtes fou, parce que cette structure, vous la créez
en plein Covid? Alors oui, en fait, c'est 2 amis qui m'ont proposé de les rejoindre juste un tout petit peu avant le Covid. J'ai mis un peu de temps à me décider. On a créé, l'entreprise a été créée en plein Covid. Ouais. Avec toutes les incertitudes liées à l'époque. Ouais, aucune aide, rien du tout, puisque c'était une nouvelle entreprise, ouais, complètement. Donc on s'est lancé. Donc c'est un pari. 4 entrepreneurs qui décident d'allier leurs compétences et de se lancer en plein. Donc là, en gros, ça fait 1 an que vous avez eu la carte professionnelle. Ouais, c'est ça. On l'a eu en août 2020, ouais, donc pile 1 an, 1 an et quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure par rapport à votre prévisionnel, par rapport… C'est toujours un petit peu moins bien que ce qu'on avait espéré. Enfin, pas toujours, mais… Vous étiez très ambitieux? Ouais, on était peut-être un peu ambitieux. Et puis, il y a eu plusieurs périodes de confinement où on pouvait travailler sans travailler. En fait, on pouvait des fois visiter, mais les gens, ils ne pouvaient pas. Il fallait, à 18h, les gens, ils finissent de travailler, donc ils ne pouvaient pas venir visiter à 18h. Voilà. Ça a été une période un peu compliquée, mais on s'est lancé, on commence à bien Quels sont les principaux freins que vous rencontrez dans le secteur actuellement? Est-ce que le Covid a toujours un impact négatif sur votre métier? C'est pas forcément un impact négatif, il y a toujours des gens qui achètent et qui vendent. Sauf qu'il y a beaucoup plus de gens qui hésitent, que ce soit à vendre ou à acheter. Ils réfléchissent à est-ce que par rapport notamment à leur situation professionnelle, il y a un peu plus un côté incertitude. Mais nous, on tourne. Hein. Il y a pas, comme la plupart des agences, tout le monde tourne. Sauf que c'est un peu freiné par, effectivement, l'attentisme, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ambiant. On ne sait pas de quoi demain va être fait. Voilà. Investir sur 25 ans quand on ne sait pas de quoi demain va être fait, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr. L'autre volet, et je reviens au virage du départ, c'est que tout est parti de votre passion pour le cinéma. C'est quelque chose que vous avez continué de vouloir… qui accapare une partie de votre vie, avec le coproducteur de cette émission, avec Patrice Batman. Vous avez eu un projet il y a quelques années, je crois. Alors, ce n'est pas un projet, on l'a vraiment fait. On avait créé un ciné-club sur le Val d'Europe, avec beaucoup d'ambition. On ne fait jamais un projet sans ambition. On a proposé des films sur lesquels nous, on avait envie, des films pas forcément anciens, il y avait des films anciens, il y avait des films récents, mais qui n'avaient pas été diffusés dans le secteur, sur Marne-la-Vallée, je parle. L'idée, c'était de compléter l'offre de films disponibles au cinéma. Sauf qu'on s'est aperçu ici qu'il n'y avait pas tant de cinéphiles que ça. En tout cas, on n'a pas réussi à les trouver. Pourtant, on a beaucoup communiqué, mais on a eu un problème de communication. Néanmoins, vous avez dit, c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de cinéphiles dans le coin, c'est pas grave, je vais continuer, moi, d'aller au cinéma. Vous y allez régulièrement? Ouais, un peu moins depuis 2 ans. Ouais, un petit peu moins depuis 2 ans. 1 an et demi. Ouais. Forcément, ils sont fermés, donc j'ai pas eu le droit encore à des séances privées. Au-delà du Covid, est-ce que les nouvelles possibilités de regarder du cinéma, et notamment je pense aux plateformes de streaming, est-ce que cette nouvelle façon de regarder les films, déjà ça vous plaît? Est-ce que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles vous avez été un peu moins au cinéma, ou est-ce que aller au cinéma, pour vous, ça reste quelque chose de particulier? Ça reste quelque chose de particulier. En moyenne, j'y vais 4 fois. Je vais plutôt voir des films à grand spectacle. Les films à grand spectacle, je pense que c'est le lieu idéal pour aller voir sur un grand écran. Ça m'arrive d'aller voir des films plus intimistes, mais voilà. Je n'ai pas vraiment de règles, mais on va dire que c'est plutôt quand même majoritairement du grand spectacle au cinéma. Ça peut être du film d'auteur aussi, le film à grand spectacle, c'est pas forcément… L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais les plateformes, effectivement, permettent de voir beaucoup de films. Moi, je me suis abonné à la principale plateforme dès le départ. On ne va pas la citer forcément pour lui faire de la pub. On est là pour faire de la pub pour vous, pas pour les autres. Voilà. Donc, la principale plateforme que tout le monde connaît, je me suis abonné dès 2014 ou 2015. Voilà. Et après, l'autre, c'est aller avec mon package de livraison. Voilà, la dernière, en fait, j'ai un package avec le 4e groupe cinématographique de télévisuel de France. C'est-à-dire que si jamais les cinémas sont fermés, vous êtes quand même… Non, mais j'ai toutes les plateformes. Mais j'aime bien quand même aller au cinéma. Parce que dans le cinéma, il y a une ambiance qu'on ne trouve pas chez soi. Alors, peut-être juste, parce que le temps file, peut-être une idée d'un film que vous avez vu récemment et que vous conseillez aux
aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent d'aller voir? Alors, le dernier, du moins, non, c'est pas le dernier film que j'ai vu, c'est l'avant-dernier film que j'ai vu, Bac Nord. C'est en plein dans l'actualité. Marseille, ouais. Voilà. Les problèmes à Marseille qui ont toujours existé, hein, ça existait déjà dans les années 30. Ouais. On fait comme si on découvrait ça à chaque fois. Ça permet d'avoir un écho avec l'actualité. Mais moi, je trouve que c'est un film coup de poing et qui n'est pas forcément du côté, comme j'ai vu beaucoup de journalistes, du côté policier. Les policiers ont des défauts, ont des qualités, voilà. Après tout, c'est des hommes. Et ça fait surtout poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on veut de la société. Est-ce qu'on veut que les banlieues soient des zones de non-droit ou est-ce qu'on veut que ça s'organise. Ouais, que ça s'organise, tout en respectant effectivement, la police ne doit pas avoir tous les pouvoirs non plus. Voilà. Ça pose beaucoup de questions. Je trouve qu'il pose beaucoup de questions et il y a une mise en scène je trouve, top. Rapidement, sans expliquer trop en détail pourquoi, le film que vous attendez avec impatience? Il y a plein de films. Il peut y avoir le dernier James Bond. Voilà. Okay. Je suis fan de James Bond depuis toujours. Top Gun aussi, j'attends de voir ce que... Super. Voilà, aussi. Maintenant, vous le savez, c'est la rentrée, vous êtes notre cobaye puisque c'est vous le premier à vous prêter à l'exercice. On a une rentrée un peu particulière puisque dans moins d'un an, il y aura les élections présidentielles en France. Alors, l'objectif de cette partie de l'émission, c'est que vous nous donniez déjà votre avis sur comment fonctionne notre démocratie. Est-ce que vous êtes bien en France? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un pays qui est plutôt bien géré? Alors, c'est vrai qu'en tant que Français, on a toujours tendance un peu à trouver que ça va pas bien. Ouais. Moi, le premier. Mais pour être allé dans plusieurs pays, c'est quand même plutôt pas mal. On a pas mal les avantages sociaux, sécu, tout ça. Voilà. Alors, par contre, bien géré, ça, je sais pas. C'est compliqué. Je trouve ce qui manque à la politique en France, c'est un peu de modestie et un peu de se mettre au service du public. Voilà, il y a d'autres pays, je trouve, qui se mettent un peu mieux au service. Voilà, les pays nordiques, par exemple, ils ont un peu plus de respect pour leurs concitoyens, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait la différence entre justement le modèle que vous me donnez l'impression de trouver bien, donc les pays nordiques, quel est le gros décalage qu'il y a avec le système français? On a l'impression que, quoi qu'il arrive, même s'ils sont, par exemple, condamnés, on va dire ça, qu'ils aient fait quelque chose ou pas, mais ils restent. Voilà. Dans d'autres pays, une fois qu'on a eu un petit problème, quel que soit, même 1500 € d'utilisation de carte bleue, je ne sais plus, c'est arrivé au ministre, je crois, danois ou suédois, je ne sais plus. Plus de carrière, plus jamais. Plus jamais. Ouais, en tout cas, en politique. Donc, en fait, le droit à l'erreur ne doit pas exister? Si, il doit peut-être exister, mais nous c'est le droit à l'erreur, plus erreur, plus erreur, plus erreur. Ouais, c'est trop répétitif. Peut-être le droit à l'erreur une fois, mais nous, on a l'impression des fois c'est 2-3 fois. Est-ce que vous pensez que c'est la raison principale pour laquelle il y a je pense que c'est pour ça que les Français ont un désamour de la politique. Ils pensent que quoi qu'arrive... Alors, je vais vous demander de vous prêter à un petit jeu. Ouais. Sans vous demander votre appartenance politique, qui n'est pas le sujet, imaginez que vous avez la possibilité de discuter en tête-à-tête avec un candidat aux élections présidentielles qui soit plutôt proche de vos idées. Et cette personne vous demande de l'aider à concevoir son programme et de définir avec lui les 3 priorités, les 3 choses qu'il faut fondamentalement changer en France pour que ça aille mieux. C'est quoi? Alors moi, déjà, ce qui me vient à l'idée, le système éducatif. Le système éducatif, en fait, il ne colle pas à la réalité du monde d'aujourd'hui. Par exemple, dans l'éducation d'aujourd'hui, on ne sait pas comment vraiment fonctionne la société française. Il n'y a pas de cours civiques, il n'y a pas de cours d'économie, à part si on fait des études d'économie, mais il n'y a pas toutes les bases. Pourtant, tout le monde fait une déclaration d'impôt, tout le monde a un bulletin de salaire. Et dans ma carrière, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire une feuille d'impôt, qui ne savent pas lire un bulletin de salaire. Et je pense que, quand même, le point commun à tous les Français, c'est ça. Comment fonctionne l'économie. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à quel âge? Je sais pas, peut-être au collège, au lycée, j'en sais rien. J'ai pas forcément d'idée précise, mais en sortant des études générales, avant de se prolonger vers les études il devrait y avoir des supérieures. cours d'économie pour tout le monde. L'économie, c'est quand même ce qui fait tourner le monde. Voilà, si on veut. Et il y a des études économiques que si on fait de l'économie. Voilà. C'est dommage. Il y a de la chimie, tout le monde pourtant ne devient pas chimiste.
D'accord. Deuxième priorité? Deuxième priorité, peut-être justement qui promettent peut-être moins de choses, mais ceux qui font, ils essayent de vraiment le mettre en place. Aller au bout d'avoir peut-être moins d'idées, mais d'aller au bout des idées. Ça fait écho à une phrase que José Pierre m'a dit tout à l'heure, qui est présentateur régulièrement dans l'émission, et qui me disait Patrick, il ne promet rien, mais il fait. Bah ouais, en gros, c'est ça que vous reprochez aux politiques en France? Mais je pense que je ne suis pas le seul. Ouais. Donc, c'est une banalité. J'ai envie de dire, c'est même une banalité. Ouais. Il n'y a qu'eux qui font semblant de ne pas le savoir. Mais ils le savent. Hein. Et vous dire pourquoi ils ne le font pas, je ne sais pas. Vous n'avez jamais eu envie de vous lancer, vous, en politique? Non, j'ai fait conseiller municipal pendant quelques années et j'en garde des bons souvenirs parce que j'ai appris plein de choses et pas forcément des bons souvenirs parce que il y a plein de choses. C'est beaucoup de chamaillerie. On se croirait dans une cour d'école des fois. Rapidement, parce que je dépasse largement le temps, la troisième priorité que vous conseilleriez? C'est peut-être de revoir un peu le modèle social français. Alors, il est très bien, mais il y a beaucoup d'aides qui sont des fois sans retour. On donne des aides et il n'y a pas de contrepartie. Il y a des pays où il y a plus d'aides. L'échange entre des droits et des devoirs. Ouais, il y a des pays où il y a plus d'aides que nous et c'est très très bien. Mais en échange, les gens, ils ont des devoirs. Et c'est pour ça qu'il y a plus d'aides parce qu'en fait, finalement, il y a des devoirs. Merci Patrick de vous être confié sur votre vie professionnelle, votre passion et puis cette nouveauté de nous parler un peu politique. Moi, j'étais ravi de reprendre cette activité. Alors, exceptionnellement, enfin non pas exceptionnellement, mais à partir de maintenant, nous arrêtons de demander à nos invités s'ils souhaitent ou non que l'émission soit enregistrée, tout simplement parce qu'on n'a jamais eu de nom et qu'on considère que cette émission... une fois qu'on est invité, on a le droit d'accepter qu'elle soit diffusée. Donc désormais, Mon Quotidien TV n'aura plus cette règle. Néanmoins, comme vous avez vu, il y a plein de nouveautés. La semaine prochaine, un nouvel invité, c'est José Pierre qui recevra quelqu'un. Mais pour savoir qui, il faudra se connecter sur vos réseaux à partir de lundi matin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Mon Quotidien TV. Au revoir.